Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 9. « 1943. Dans une petite ville de l'Est de la France, une jeune fille assiste à l'assassinat de sa mère. La police conclut à un suicide, mais l'inspecteur Victor Malusier n'y croit pas. Et pour prouver qu'il a raison, il devra affronter l'histoire. La complainte des Bourbaki. Épisode 30. Samedi 11 novembre 1944. Pour son 26e anniversaire, Victor Malusier n'attendait pas beaucoup de cadeaux. Et pourtant, il en reçut en quantité. Cela commença de bonne heure, au petit déjeuner. Élise, un sourire radieux au coin des lèvres, se secouait sans cesse sur sa chaise. « Mais qu'est-ce que tu as ?» finit-il par demander en posant devant elle la tartine qu'il venait de lui préparer. La gamine, gourmande, et qui d'ordinaire n'aurait jamais laissé le moindre répit à un morceau de pain couvert de beurre, sauta de sa chaise sans s'intéresser le moins du monde au mets que son père adoptif venait de lui donner, et elle disparut dans sa chambre. « Élise, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Victor sur un ton oscillant entre la réprimande et la curiosité. « On ne quitte pas la table pendant le repas. » Il n'y eut aucune réponse. « Tu entends ce que je te dis ?» Les bruits sortirent de la chambre et puis, bientôt, ce fut au tour d'Élise. Elle gardait dans son dos quelque chose qu'elle semblait vouloir cacher et qui devait avoir une immense valeur. Elle s'approcha en se tortillant, eut de nouveau un grand sourire qui exprimait sa gêne et tendit enfin le trésor à Victor. « Bon anniversaire, papa !» Le dessin était magnifique, naïf comme toutes les œuvres des enfants de cet âge, mais magnifique. Elle avait dû y passer un temps fou. Cependant, ce qui toucha le plus Malusier fut, d'une part, d'entendre le son de sa voix, même si cela devenait de plus en plus fréquent, cela demeurait encore rare, et surtout de l'entendre l'appeler papa. Sans aucun doute, ce premier cadeau fut le plus émouvant qu'il reçut ce jour-là. Le second cadeau sonna à la porte vers 9h30 alors que Victor finissait de s'habiller. Il ne fut pas surpris de trouver sur le palier Jules Monet. Les deux hommes avaient rendez-vous et devaient, ensemble, se rendre aux cérémonies patriotiques. Mais le collègue de Malusier ne semblait pas pressé d'honorer la mémoire des combattants de la Première Guerre. Un autre sujet paraissait l'intéresser davantage. « Tu avais raison !» lança-t-il dès que les gonds eurent fini de grincer, sans laisser le temps à Victor de réagir. Jules entra dans le salon. Il transportait avec lui une pochette cartonnée dont il vida le contenu sur la table. « J'avais raison, pourquoi ?» s'enquit Victor en le rejoignant. « Il y a un lien entre toutes les personnes de notre histoire, un lien de parenté. »« Tu es certain ?» ?»« Plus que certain, à moins qu'un guignol se soit amusé à falsifier les registres. » Il eut un rire grossier. Malusier concéda un sourire timide. « Bon, regarde plutôt. » Monet attrapa une chaise et s'assit. Victor prit place près de lui. Les deux hommes se penchèrent sur les documents étalés devant eux. « Je commence par Mireille Vautier. » Il attrapa 3 feuilles en tête officielle. Son arrière-grand-père maternel s'appelait François Vallet. C'était le frère de Raymond de Vallet, qui n'est autre que l'arrière-grand-mère de Paul Cros. Mais j'ai mieux. Raymond et François avaient une sœur, Jeanne. Il tira un autre papier et le tendit à Malusier, qui le parcourut rapidement et qui conclut de lui-même. « Et cette Jeanne était mariée à un certain Pierre de Malène. » Il sourit.
Ce sont donc les grands-parents de Frédéric et de Jacques de Malène. Victor lança la feuille sur la table et s'étendit sur sa chaise. Les choses se mettaient en place lentement. Et puis, une question lui traversa l'esprit. Et Lucie Ramirez? Plus compliqué, répondit Monet. Regarde. Tous les deux se penchèrent sur les dernières feuilles que Malusier n'avait pas encore consultées. L'arrière-grand-père de Paul Cros, le mari de Raymond de Vallée, se nommait Jean Monnier. C'était le frère de Germaine Monnier, la grand-mère de Lucie Ramirez. Parfait, parfait. Se réjouit Victor en relisant rapidement tous les documents. Nous avons notre lien. Maintenant, il s'agit de savoir où il nous mène. Ouais, mais pas tout de suite, sinon on va être en retard aux cérémonies. Tu as raison. Répondit Malusier en regardant sa montre. Il se leva et appela Élise. En quittant l'appartement, Victor avait l'esprit rempli de conjonctures et d'hypothèses. Les informations de Monet étaient capitales, et ce second cadeau était sans aucun doute le plus important qu'il reçut ce jour-là. Le ciel était dégagé, cela faisait plusieurs jours que cela n'était pas arrivé. Plusieurs jours que l'on n'avait pas vu un peu de soleil. Mais malgré la présence de celui-ci, pas question d'oublier que nous étions aux portes de l'hiver. La température qui dansait autour de zéro rendait ce type d'amnésie impossible. Qu'importe, l'enthousiasme et la joie des gens présents apportaient à la cérémonie la chaleur qui manquait à l'air. 4 ans qu'il n'avait plus été question de commémorer le 11 novembre. Et si, pendant cette période, il y avait eu moultes humiliations, privations plus graves, plus manquantes, celle-ci avait une symbolique toute particulière. Le cortège traversa la ville d'un bon pas et gagna le monument aux morts. Il y eut un peu de musique patriotique et lorsque retentit la Marseillaise, tous ressentirent une vive émotion. Enfin, il y eut les discours officiels pendant lesquels le maire rappela que, si la guerre s'était éloignée, elle n'était pas encore terminée. Il évoqua également la guerre de 1870 qui dans la région avait marqué un peu plus qu'ailleurs. Les disparus de 14-18 et les victimes du conflit actuel. La foule eut un peu de mal à se séparer quand cela fut terminé. Les gens formaient des petits groupes et parlaient ensemble. Il y avait des rires, des éclats de voix, des chuchotements. Victor, Élise et Jules avaient rejoint le commissaire Robe et 3 autres policiers. Ils participèrent à cette bonne ambiance en échangeant des banalités et quelques anecdotes drôles. Le temps était une sorte d'insouciance salvatrice. Une main se posa sur l'épaule de Malusier, et en se retournant, l'inspecteur se trouva face à Paul Cros, sa mère et Topaz, qui avait toujours son air jovial. « Alors, camarade » fit ce dernier d'une voix forte et enjouée, « tu nous ignores, tu nous boudes ?» Mais pas du tout. Répondit l'inspecteur en serrant chaleureusement la main de ses compagnons de combat. Comment allez-vous? Élise vint se coller contre les jambes de son père, sans doute pour lui rappeler sa présence. « C'est ta petite ?» demanda Topaz, comme elle est mignonne. Et la conversation s'engagea autour de la petite fille avant de basculer inévitablement sur les souvenirs du maquis. Personne ne le remarqua, mais la mère de Paul, qui restait un peu en recul, paraissait préoccupée. Au bout de quelques minutes, le groupe s'était élargi. Robe et Monet l'avaient rejoint, tandis que les autres policiers avaient pris congé. Et puis, le froid s'invita à son tour, mais tous étaient si heureux de se retrouver que Topaz fit une proposition. « Et si nous allions boire un coup et un petit café pas loin ?» L'idée remporta un vif succès, et seul Victor, voyant qu'Élise ne partageait pas l'enthousiasme général, et estimant que la place d'une petite fille de 8 ans n'était pas dans un débit de boisson, déclina l'invitation. Sa décision entraîna la mère de Paul Cros à faire de même. « Je vais plutôt aller rendre visite à mon amie Janine. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Tu me rejoindras là-bas quand tu auras terminé avec tes amis. » Le groupe partit dans une direction, Victor, Élise et Lucien Cros dans l'autre. L'inspecteur, marchant plus vite que la vieille dame, se retourna pour la saluer et prendre congé. Mais cette dernière l'arrêta en lui posant la main sur le bras. « Attendez, inspecteur, il faut que je vous parle. » Oui, répondit Victor avec curiosité. « Cela ne sera pas long. » Avisant le petit parc auprès duquel il se trouvait, Malusier proposa à Lucienne d'aller s'asseoir sur un banc. Cela permettrait à Élise de jouer pendant ce temps. « Voilà, c'est au sujet de Frédéric de Malène, » expliqua Lucienne dès qu'ils furent assis. La vieille dame parut hésiter. Elle ne savait pas comment démarrer et Victor, dont la curiosité était piquée, l'encouragea. « Je vous écoute, madame. » dit-il calmement en essayant de la mettre en confiance. « Tout d'abord, je voudrais vous dire que si je ne vous ai pas raconté cela l'autre jour, quand vous m'avez parlé des de Malène, c'est parce que je ne voulais pas que mon fils l'entende. » Elle eut un geste de malaise. « Depuis que Frédéric a tué Greffen Daimler à la maison, c'est un héros.
Pas question d'émettre un doute et encore moins de dire du mal. Elle fit une pause et regarda ses chaussures. Elle cherchait ses mots et semblait vouloir les trouver parmi les gravillons qui couvraient le sol. Cela s'est passé quelque temps après l'arrestation du major Brundicott. À ce moment-là, tout le monde pensait encore qu'il s'agissait de mon fils. Ils ont débarqué, des policiers français, des Boches et les 2 frères de Malène. Elle soupira. Visiblement, le récit n'était pas un bon souvenir. Ils ont commencé à fouiller la maison sans me dire ce qu'ils cherchaient. J'étais dans une colère noire. Élise, qui jouait un peu plus loin, poussa soudainement un cri. Elle venait de trébucher et de s'écorcher la jambe. Victor s'excusait à la rejoindre. La petite fille était inconsolable. Il la ramena vers le banc et la prit sur ses genoux. Elle se blottit contre lui en suçant son pouce, et Madame Crowe put continuer son récit. Ils ont fini par me mettre dans une voiture pour ne plus m'entendre protester. J'étais surveillé par un chleux avec une mitraillette qui n'avait pas l'air de vouloir rire. Au bout d'un moment, Frédéric de Malène m'a rejoint. Il s'est montré gentil, mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Il m'a parlé des enfants que j'ai perdus, de mon mari, de la famille, bref. Il était très embrouillé. Il a même évoqué les berceuses que je chantais à Paul, son frère et sa sœur lorsqu'ils étaient petits. C'était très étrange. Il m'a expliqué que son grand-père lui chantait la complainte des Bourbaki et qu'il adorait cette chanson. Il m'a demandé si je la connaissais. J'ai entendu mon mari la chanter quelquefois aux enfants, mais sans plus. Il a insisté pour savoir si je l'avais quelque part sous forme écrite. C'était bizarre comme question. Je lui ai répondu que non. Il m'a attrapé par le bras, m'a secoué en disant que si je lui mentais, cela allait me coûter cher. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, j'ai eu peur, très peur. J'ai encore peur d'ailleurs. C'est la seconde raison pour laquelle je ne vous ai pas parlé l'autre jour. Enfin... Elle frotta le sol avec son pied gauche, comme si elle voulait effacer ce qu'elle venait de dire. Il y a eu des voix à l'extérieur. Son frère. Aussitôt, il a changé d'attitude. Il s'est excusé et m'a simplement dit que je ne devais pas parler de cela à personne, ou il m'encuirait. Elle eut un sourire. C'est exactement le terme qu'il employait, insista-t-elle en secouant la tête. C'est ridicule comme façon de parler. Bref, il a sorti de la poche intérieure de son veston une liasse de papier et a quitté le véhicule en les brandissant au milieu de Jacques et en disant qu'il les avait trouvés ce qu'il cherchait. Tout ce petit monde est reparti et je n'ai plus de nouvelles. Victor n'eut pas de réaction immédiate. Cette histoire était incroyable. Il posa quelques questions afin d'obtenir des précisions. À plusieurs reprises, Lucienne le supplia de ne parler de tout cela à personne. « Frédéric de Malène est intouchable, expliqua-t-elle. Je ne veux pas d'ennui. » Lorsque Malusier rentra chez lui, il avait la certitude qu'il était sur le bon chemin pour son enquête. Ce 3e cadeau fut le plus rassurant qu'il reçut ce jour-là. La photo n'avait rien d'exceptionnel, mais quel symbole! Quelle épreuve traversée pour qu'elle puisse être prise et trouver sa place sur la première page du journal avec ce petit commentaire au-dessous. Winston Churchill et Charles de Gaulle, côte à côte sur les Champs-Élysées en ce 11 novembre 1944, ont rendu hommage aux combattants de la Première Guerre tout en réaffirmant leur volonté de se battre jusqu'à la victoire totale contre les nazis. Jules Monet lut l'article rapidement. Il évoquait la liberté retrouvée de fêter la victoire de 1918. Le recul de l'armée allemande, les combats qui se poursuivaient, l'amitié éternelle entre la France et l'Angleterre. Elle plia le journal et le jeta négligemment dans un tiroir. La pause était finie. Plusieurs dossiers réclamaient sa vigilance. Mais en ce lundi matin gris et pluvieux, il avait été difficile de se mettre au travail. Il se fit donc violence pour saisir une des pochettes cartonnées marron qui encombrait son bureau. Il n'eut pas le loisir de l'ouvrir que Malusier fit une entrée tonitruante. « Je le tiens, je le tiens !» répéta-t-il en saisissant son collègue par l'épaule et en le secouant pour s'assurer que la formation entrait bien. « Tu tiens quoi ?» questionna ce dernier en se dégageant de l'étreinte un peu brutale et en se levant pour éviter d'être à nouveau malmené. Le lien entre tous. Tu l'avais déjà, ils ont un lien de parenté. Oui, mais j'ai trouvé mieux. Écoute plutôt. Il se pencha en avant pour donner plus de poids à son discours. Leur mort. Paul Cros n'est pas mort. Pas eux. La mort de leurs aïeux. Ne pouvant pas tenir en place, Victor se leva et fit les 100 pas dans le bureau. Cela agaçait Jules qui trouvait cette agitation inutile. Mais il se garda bien d'en faire la remarque à son collègue et celui-ci enchaîna. C'est grâce au discours du maire l'autre jour que j'ai compris. Il a évoqué la guerre de 1870. Et hier, quand j'ai repris le document que tu m'as apporté, je me suis rendu compte que Jean Monnier, l'ancêtre de Paul Cros,
Victor Tissot, l'ancêtre de Lucie Ramirez, et François Vallée, l'ancêtre de Mireille Vautier, étaient tous les trois décédés en 1871 au mois de février, pile pendant la présence de l'armée de l'Est à Punta Riemann, quand elle cherchait à passer en Suisse. L'armée des Bourbaki, pensa Monet à haute voix. Et oui, Confirma Victor. et la complainte du même nom ne peut dater que de ce moment-là. Il y a un problème dans ton raisonnement. Pierre de Malène, le grand-père de Frédéric et de Jacques, et le lien de parenté avec les autres, et lui, toujours vivant. C'est bien pour cela qu'il faut que nous allions le voir au plus vite. Confirma Malusier en attrapant la veste qu'il avait pendue au porte-manteau, en arrivant. Mais tuant son enthousiasme dans l'œuf, Monet l'arrêta d'un geste de la main et d'une invective franche. « Attends, qu'est-ce que tu vas lui dire ?» Tout bonnet, Victor réalisa qu'il n'y avait pas vraiment pensé. « Si tu arrives comme ça chez lui avec tes gros sabots, ce que tu risques au mieux, c'est de te faire y conduire, au pire, de mettre en péril l'enquête. » Jules s'approcha de son collègue. « Et puis, tu risques d'attirer l'attention de Frédéric de Malène, si jamais il a vraiment un rôle dans cette histoire. » « Il y en a un. » coupa Victor, et il raconta sa discussion avec la mère de Paul. Jules écouta sans marquer de grande surprise. Cela confirmait ce qu'il pensait déjà. « Eh bien, raison de plus pour ne pas agir dans la précipitation. » « Mais que proposes-tu » demanda Victor, en revenant sur ses pas et en posant sa veste sur le dossier de la chaise. « Il nous faut plus d'éléments. » Pas facile à réunir. Les deux hommes se turent pendant de longues secondes, et puis Jules osa une proposition. « Il y a bien quelqu'un que je connais qui pourrait nous renseigner. Un spécialiste. » À suivre.